Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'inviter ce matin à parler de vidéos en médecine et dans le domaine de la santé. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, dans une minute, on débutera le webinaire. Donc, comme je viens de vous en informer, celui-ci est enregistré. Vous ne pourrez pas partager vos vidéos, mis à part Richard et nous. Vous ne pourrez pas non plus activer le flux audio. Toutefois, vous avez tous et toutes accès au module de chat. N'hésitez pas à poser vos questions, à interagir avec nous tout au long de ce webinaire. Ce webinaire sera découpé en deux étapes. Une première étape où on va vous présenter des informations clés concernant la vidéo. Une partie interview aussi avec Richard qui témoignera de son expérience dans le cadre de la mise en place de l'AFU Academy au sein de l'Association française d'urologie. Et puis, une phase de 10 minutes de questions-réponses pour terminer le webinaire à 9h30. Écoutez, il est 9h, nous aimons être à l'heure. Donc, on vous propose de débuter ce webinaire dès à présent. Peut-être une introduction, et Charlotte, je te laisse te présenter. Donc, bonjour, je suis Charlotte Lenem, je suis co-dirigeante de Meditep. J'ai en charge particulièrement les aspects opérationnels et de production de l'entreprise. Et donc, moi, je suis Ronan Lequéré, co-dirigeant avec Charlotte de Meditep, et plus particulièrement en charge des aspects commerciaux et marketing, communication. Donc, tout de suite, entrons dans le vif du sujet. On sait que la vidéo, c'est un média qui est incontournable, mais il nous apparaissait essentiel, par le biais de quelques chiffres clés, de comprendre à quel point ça l'était. Donc, 80% des visiteurs en ligne vont regarder une vidéo, tandis que seulement 20% vont lire un contenu. Ça veut tout dire. Ça veut vraiment dire que les visiteurs vont vraiment privilégier la vidéo plutôt que le temps de lecture. 32,2, c'est le nombre de vidéos auxquelles on est exposé par mois. On ne parle pas d'une démarche active, mais vraiment les vidéos qui nous sont poussées, que ce soit lors de la lecture d'un article, que ce soit les vidéos publicitaires. Donc, ça montre à quel point on est exposé et sursollicité par ce média vidéo. 16 heures, c'est le nombre d'heures passées en moyenne par semaine à regarder des vidéos en ligne. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Que c'est un média qui est incontournable et il faut faire partie de ces vidéos qui vont être regardées tous les mois. Autre information concernant la consommation des vidéos cette fois-ci. 20% des visiteurs arrêtent de regarder une vidéo au bout de 10 secondes ou moins, 30% au bout de 30 secondes, ce qui signifie que 50% des gens arrêtent au bout de 30 secondes. Il faut vraiment être percutant, aller à l'essentiel et savoir séduire son audience tout de suite. 2 minutes, c'est le nombre de minutes en moyenne accordées par les utilisateurs de desktop, donc d'un ordinateur de bureau pour regarder une vidéo, versus le smartphone où on va pousser jusqu'à 3 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un mobinote va accorder plus de temps à regarder des vidéos et il faut donc que les vidéos soient vraiment pensées et conçues pour une optimisation de visionnage sur mobile. Par exemple, les sous-titres. 14 minutes, c'est la longueur moyenne de la vidéo YouTube de première page. Donc, quand on regarde toutes les vidéos de première page, quand on fait la moyenne, on est sur 14 minutes, ce qui montre quand même qu'on est sur des délais qui sont assez courts. Il faut séduire rapidement. Dernier point, 8 fois plus de vidéos explicatives sont proposées actuellement en ligne qu'il y a 5 ans. Et 70% de recherches en plus commençant par How To enregistrées sur YouTube par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a encore une nouvelle tendance qui va être à explorer, les vidéos tuto. Mais pour tout, il faut vraiment que le comment soit à l'origine de la création de vidéos. Que ce soit sur de la pathologie, sur un mécanisme d'action, sur un produit, vraiment sur toutes les questions qu'on pourrait se poser. Donc, c'est très bien, on a plusieurs chiffres clés qui introduisent, qui montrent à quel point la vidéo, c'est important. Le souci, c'est que maintenant, quand on le confronte à la réalité et ces chiffres par rapport aux médecins, c'est très compliqué de trouver des chiffres clés qui correspondent vraiment à cette utilisation-là. Et c'est pour ça que pour nous, il était important d'avoir ce retour d'expérience, et encore merci à Dr Mallet de nous donner justement ce retour d'expérience que vous allez partager avec nous, puisqu'il était important de confronter ces chiffres par rapport à l'expérience terrain. Et du coup, je vais laisser la parole à Ronan et Richard pour justement cette interview et ce retour d'expérience. Donc, alors déjà, on va vous présenter, Richard, et on va même vous laisser vous présenter. Vous êtes vice-président de l'AFU, l'Association française d'urologie. Pouvez-vous vous présenter justement à notre audience, s'il vous plaît ? Alors, je suis urologue libéral à Périgueux, à l'hôpital privé Francheville, et j'ai la chance d'être au sein du bureau de l'Association française d'urologie depuis quelques années, initialement en charge de la trésorerie et maintenant de vice-président, avec une valence sur la communication, d'où
d'où l'implication dans le développement de notre site internet et du module de vidéo en ligne. Alors, merci Richard pour cette introduction. Vous venez d'évoquer effectivement le site internet et le module de vidéo en ligne. Alors, ce module de vidéo en ligne, en fin de compte, prend part au sein d'un projet qui s'appelle l'AFU Academy. L'AFU Academy, pour vous, l'ambition, c'est de pouvoir fournir des contenus de formation et d'information aux membres de la société savante, donc aux membres de l'AFU. Et il y a énormément de vidéos dans ces formations en ligne. Aujourd'hui, nous, on a intégré approximativement déjà une centaine de vidéos sur cette plateforme qui est la FU Academy. Il y a plusieurs, on va appeler ça des chaînes, CCAFU Online, les EQ Online, les highlights des congrès, la biblio-AFU, les webinaires aussi. Pourquoi est-ce que déjà vous avez créé autant de chaînes vidéo au sein de ce projet AFU Academy? C'était tout à fait nécessaire parce qu'aujourd'hui, les interlocuteurs et les gens intéressés par ces vidéos ne sont pas les mêmes. On parle du CFEU, c'est le Collège des enseignants en formation en urologie. En l'occurrence, là, les interlocuteurs sont les internes en urologie, c'est-à-dire des jeunes médecins qui apprennent cette spécialité. Donc, ils vont avoir des besoins que les urologues expérimentés n'auront pas. Donc, en fait, en fonction de niveau d'expertise, du niveau de formation, du souhait, on peut avoir des niveaux de vidéos qui sont différents. Par ailleurs, l'urologie ne se résume pas à la chirurgie. Les urologues sont des chirurgiens, bien évidemment, mais également des médecins. Et donc, on aura des vidéos qui seront destinées à la technique chirurgicale pour en parler. Et donc, là, en l'occurrence, le tutoriel prend tout son sens, avec des tutos en général qui sont relativement courts. Parfois, je dirais 7 minutes, on parle de 14 minutes sur YouTube, ça paraît déjà très, très long personnellement. 7 minutes, 7-8 minutes. Et également des vidéos qui sont destinées à plutôt la valence médicale de notre spécialité, avec des études et des commentaires d'études sur des game changers, sur des médicaments qui vont changer les pratiques et qui vont nous aider donc dans notre prise en charge du malade. Donc aujourd'hui, il y a différents supports, différents interlocuteurs, des urologues moins expérimentés, plus expérimentés, et donc on ne peut pas avoir une seule et unique offre de support pédagogique, on doit avoir plusieurs offres de support pédagogique en fonction de ce dont on parle. Alors, vous évoquez effectivement différents supports de formation, donc différentes catégories de chaînes en fonction justement des thématiques qui sont abordées. Est-ce qu'il y a une relation, on vient d'évoquer aussi la durée de ces vidéos, est-ce qu'il y a une relation selon vous entre les thématiques qui sont abordées et la durée des vidéos? On vient d'évoquer les tutos en 7 minutes, les techniques chirurgicales en 7 minutes. On sait que vous avez des vidéos qui durent plus longtemps, il y en a certaines qui durent jusqu'à 1h30. Ce n'est pas légion non plus, clairement, on voit que les vidéos qui sont actuellement disponibles dans la FU Academy, c'est moins de 30 minutes. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre durée d'une vidéo et thématique abordée? Oui, absolument. Une vidéo tutoriel, par définition, doit être courte avec les points fondamentaux et les sous-titres qui permettent de le comprendre ou la voix, alors qu'un débat, une discussion, pourra donc être plus longue. Et par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une crise sanitaire qui nous a amené à modifier nos pratiques, notamment nos congrès, qui sont devenus numériques. Et donc, dans cela, on a des vidéos qui sont les VOD du congrès, donc des débats sur 45 minutes, 1 heure sur une thématique, sur du médicament, sur de la chirurgie également. Donc, on a la chance d'avoir maintenant, grâce à ces congrès virtuels, beaucoup de vidéos disponibles qu'on va pouvoir retravailler, qu'on n'avait pas forcément dans le passé. Est-ce que vous pensez justement que ces congrès virtuels, que l'époque qu'on est en train de vivre et qui a notamment favorisé l'émergence de la téléconsultation, l'émergence de la visio, a été un facteur aussi d'accélération de la consommation des vidéos par vos pairs? Alors là, oui, l'AFU Academy est un projet bien avant cela. C'est un projet qui a été lancé par le président actuel de l'AFU, Georges Fournier, dans la précédente mandature, où il était vice-président à ma place. Et il avait déjà cette vision et cette volonté de développer l'AFU Academy qu'on a mis en place sous sa présidence, mais qui est donc déjà pensé il y a plusieurs années. Et on n'avait pas du tout pensé à la crise Covid, mais quoi qu'il en soit, en dehors de la crise Covid, pour moi, et pour lui aussi, bien évidemment, c'était une évolution logique de notre volonté de développer l'AFU, avoir un support de qualité pédagogique des vidéos, parce qu'aujourd'hui, la faune YouTube nous amène à voir des vidéos sur tout et n'importe quoi, de qualité ou parfois de mauvaise qualité. Et donc là, on voulait que les membres de l'Association française d'urologie aient accès à des vidéos normées, entre guillemets, validées AFU, pour leur qualité pédagogique, pour leur savoir-faire et pour leur intérêt surtout. Donc en gros, on a tellement de vidéos que maintenant, il faut regarder les bonnes. Pas regarder celles qui n'ont pas d'intérêt. Donc, on va tout sélectionner avant, on va créer des vidéos, on va
en faire de qualité qu'on considère comme étant les bonnes. Alors, est-ce que ça a été justement un argument pour ne pas développer une chaîne YouTube affût et d'internaliser véritablement sur une plateforme dont vous disposez, sur laquelle vous avez euh, tous les droits, entre guillemets, que de pouvoir justement contrôler la diffusion de ces vidéos et les médias qui sont intégrés sur vos chaînes en l'occurrence? Absolument, absolument. On ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir de contrôle sur nos vidéos. Et également, ça incite les urologues à être membres de l'affût parce qu'ils auront accès que s'ils sont membres. Donc, en l'occurrence, c'était intéressant pour nous aussi du point de vue financier. D'accord. Alors, il y a un autre aspect parce que ça peut être intéressant d'un point de vue financier. Il y a des dépenses parce qu'aujourd'hui, toutes les vidéos que vous produisez, que vous mettez en ligne sur l'Affût Academy sont de qualité professionnelle. Est-ce que vous avez songé à un instant T à les faire par vous-même avec les moyens du bord, entre guillemets? Ça a été envisagé. Ça a été envisagé. Cela dit, les technologies évoluent. Euh, il y a besoin d'une structure, d'un environnement, d'un éclairage, d'une lumière, du savoir-faire. Et il nous a paru plus judicieux d'acheter de ce savoir-faire ponctuellement à chaque vidéo plutôt que de l'internaliser aujourd'hui. Personnellement, ça n'a pas été un choix qu'on a pris. Et voilà, je ne pense pas qu'on le fera dans le futur. Alors, il y a quand même une démarche aussi très aboutie, puisque aujourd'hui, il y a des jingles, il y a un habillage graphique quasiment pour chaque chaîne vidéo qui permet de créer une véritable identité pour l'ensemble de vos chaînes qui sont actuellement hébergées sur l'Affût Academy. Cette logique, vous l'avez réfléchie donc dès le départ. Georges Fournier y pensait dès l'origine du projet Affût Academy. Ça a été quelque chose que vous avez voulu mettre en œuvre dès le démarrage? On veut une certaine unité. On veut reconnaître que cette vidéo est une vidéo qui est normée, qui est pédagogique et qui est validée à FU. Et donc, en l'occurrence, ça va avec le jingle, avec l'identité visuelle, l'identité sonore, la marque AFU. Donc, l'AFU, je ne dis pas que c'est une marque, mais du moins, ça amène de la confiance et ça valide, entre guillemets, les vidéos qui sont sur leur site. Alors, aujourd'hui, le projet Affût Academy, il est en train de se créer, il est en train de se monter, il devrait sortir d'ici peu. Comment est-ce que vous communiquez sur les vidéos? Comment avez-vous prévu de communiquer sur les vidéos? Est-ce que c'est exclusivement exposé sur l'Affût Academy et finalement les urologues qui se connectent vont pouvoir accéder? Ou est-ce qu'il y a d'autres modes justement de diffusion de ces vidéos pour les faire connaître aux Alors, participants? les vidéos sont sur notre site, le site urofrance.org, et tous les urologues inscrits à l'affût y auront accès. Après, ceux qui ne sont pas inscrits à l'affût pourront y avoir accès en payant soit la vidéo, soit un abonnement mensuel, soit comme les plateformes Netflix. On va être le Netflix de la chirurgie, en quelque sorte. D'accord, ok. Faire simple. Alors, c'est très bien. J'ai une autre question. On sait, on en a discuté, vous réfléchissez sur un projet de podcast désormais, qui est Absolument. un format alternatif à la vidéo, qui est un format plutôt audio. Et quelque part, ça m'amène à une question, c'est qu'on a énormément de contenus éditoriaux, il y a énormément de publications, il y a énormément d'articles sur le site de l'Affût, il y a énormément de vidéos, et vous songez aujourd'hui à développer des podcasts. Qu'est-ce qui vous pousse justement à développer du podcast en format supplémentaire ou complémentaire à ceux actuellement existants? Clairement, aujourd'hui, le podcast, ce ne sera pas sur la technique chirurgicale. Mais comme vous l'avez compris, on a une spécialité médico-chirurgicale. Et en l'occurrence, on a une grosse valence médicale qui nous permet de prendre en charge les patients sur l'aspect médical, donc qui amène à des discussions sur les thérapies, sur l'évolution de la maladie, sur la prévention des effets indésirables des traitements, sur l'accompagnement du malade, sur l'éducation thérapeutique, et donc et surtout les recommandations de prise en charge. Et donc, on va émettre des podcasts, et là encore très courts, sur des thèmes précis. C'est-à-dire qu'il faudra que ce soit court, 7 minutes, et on est clairement dans une situation d'offre multi-support avec la vidéo pour la technique chirurgicale, mais aussi sur les débats, et avec sur les recommandations courtes de l'audio qui permettra à l'urologue dans un transport en commun d'écouter et d'avoir une idée sur la prise en charge, par exemple, de l'éjaculation prématurée, de la dysfonction rectile, les nouvelles recommandations sur la prise en charge du cancer du rein métastatique, par exemple. Et on a une spécialité tellement large qu'on doit faire on doit faire des podcasts sur tellement de sujets qu'on va avoir une offre de podcasts fabuleuse, courte, 7 minutes. Donc, dans le transport en commun, en allant à la clinique ou à l'hôpital, on pourra écouter sur 7 minutes ces podcasts et on aura les idées plus claires à l'issue des 7 minutes. D'accord. Est-ce que pour vous, il y a
lieu de consultation, il y a un environnement qui est plus adapté pour la consultation de vidéos, justement, parce qu'on parle des podcasts, on parle des transports en commun. Par rapport à la vidéo aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un média qu'on peut consulter depuis partout? Oui, à condition qu'il soit sous-titré. Et parce que la vidéo chirurgicale nécessite quand même une explication, un tutoriel, et le tutoriel va avec soit le son, soit le sous-titre. Et donc, je pense que les vidéos actuellement, le reproche qu'on pourrait faire à nos vidéos, c'est qu'elles ne sont pas sous-titrées. Donc, dans les transports en commun, sauf si on a des écouteurs, ça paraît compliqué. Voilà, pour moi, le seul reproche qu'on pourrait faire aux vidéos, c'est qu'elles ne sont pas actuellement sous-titrées. D'accord, Donc, pas accessibles dans les transports en commun, très bien. ou difficilement. Dernière question, on a évoqué les e-congrès, on a évoqué l'accès aux médias. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la vidéo est un moyen alternatif au congrès du futur? Complémentaire, pas alternatif. Pour moi, le congrès du futur, c'est un congrès hybride avec du présentiel, je l'espère, parce que cette confrontation, ce côté présentiel est fondamental, mais avec un aspect virtuel et donc audio numérique, qui est également fondamental pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer d'avoir accès à l'information et également d'y avoir accès en VOD et de pouvoir revoir des séances qui nous ont paru intéressantes pour pouvoir les redigérer, les revoir, les, les retravailler. Donc, le congrès de demain sera un congrès hybride. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier point dont vous auriez souhaité, que vous auriez souhaité nous partager sur la vidéo et la vidéo plus spécifiquement pour les médecins? Non, je pense que aujourd'hui, la vidéo prend une place fondamentale dans l'enseignement primaire, c'est-à-dire que les urologues, les jeunes regardent énormément de vidéos pour se faire l'œil chirurgical. Avant, on était obligé d'être présent, de mettre les moyens dans le cambouis et d'aider les patrons pour regarder la chirurgie. Maintenant, on y a accès partout. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on montre aux jeunes des vidéos de qualité, qu'on ait un support de qualité pédagogique, d'où ce travail de fond qu'on est en train de faire pour avoir une offre multi-support de qualité. Et aujourd'hui, la vidéo est fondamentale, mais également pour les urologues plus vieux, déjà installés, qui veulent développer une technique qui apparaît sur le marché. Et donc, ils auront la possibilité, du coup, de voir beaucoup de cas en live ou en différé pour pouvoir la maîtriser au mieux quand ils vont l'utiliser sur le patient. D'accord. Donc, pour moi, c'est Donc, aujourd'hui fondamental d'avoir une offre de vidéo de qualité. d'accord. Donc, des vidéos de qualité et un média qui est vraiment approprié pour l'information et pour la formation. Absolument. Merci Richard. On vous garde avec nous pour la fin de ce webinaire et pour les réponses aux questions. On va continuer. Alors, pour conclure cet entretien, bien évidemment, on l'avait préparé, donc les réponses sont déjà affichées ici. La durée idéale aujourd'hui d'une vidéo pour un médecin, c'est véritablement un format très très court. C'est plutôt un format qui est de l'ordre de 7 minutes. Lors d'une précédente conversation, Richard, vous nous aviez indiqué qu'au-delà de 15 minutes, vous, déjà, c'était quasiment rebutant. Les sujets, c'est tout ce qui va être des sujets de formation, des sujets d'actualité. On a évoqué les congrès, les highlights des congrès, des articles commentés. On n'a pas forcément reparlé, Richard, de la biblio, vous l'avez cité, mais aujourd'hui, vous faites beaucoup de vidéos justement pour présenter des publications, présenter des études et présenter les grandes conclusions de ces études. Et on a bien évidemment développé sur tout ce qui est technique chirurgicale, mais énormément de sujets qui peuvent être traités aujourd'hui en format vidéo. L'externalisation de la production pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement et d'une expertise tout autant que de capacités matérielles qui sont up-to-date pour obtenir un rendu de qualité et puis pour pouvoir favoriser justement une plus large diffusion. Même si aujourd'hui, on l'a bien vu, à l'affût, il y a une décision de diffuser les vidéos exclusivement sur une plateforme qui s'appelle l'Affût Academy. Et multi-support, aujourd'hui, véritablement, la vidéo vient en complément de ressources qui sont des ressources qu'on va appeler éditoriales, texte, images, mais aussi désormais avec des podcasts qui sont en train de faire leur apparition et on fera justement un webinaire sur les podcasts ultérieurement pour permettre à l'internaute d'accéder à l'information via différents formats et en fonction de sa disponibilité, en fonction de son temps disponible, en fonction du contexte, de l'environnement dans lequel il évolue. On a évoqué les transports en commun. On a moins parlé peut-être aussi de la présence sur lieu de travail, entre deux consultations, en fonction aussi des dispositifs de sécurité qu'on peut rencontrer dans certaines structures hospitalières ou établissements de santé. Et bien évidemment aussi une offre multi-support pour permettre de répondre aux formats de préférence et de prédilection des internautes.
Donc, on l'avait vu dans un précédent webinaire, les formats snackable sont les formats qui plaisent le plus en ce moment. Qu'est-ce qu'on entend par snackable? C'est des formats courts qu'on peut très vite consommer et où on va accéder à une information de manière très rapide. Ici, la vidéo permet aussi une meilleure mémorisation de l'information. Si on reprend la pyramide d'Edgar Dell, on voit qu'une vidéo, l'information émise par une vidéo va être retenue 2 fois plus que si cette information était émise par le biais d'un texte. Donc c'est pour ça aussi qu'il est très important de faire de la vidéo et que c'est devenu un média indispensable. Vous en avez tous fait de la vidéo, je suppose, que ce soit des vidéos qui soient présentes sur YouTube, qui soient présentes sur vos sites internet. Le petit tips, allez étudier votre audience. Google permet de mettre des événements, des tags qui vont vous dire à partir de quand décroche votre audience. Est-ce que c'est à partir de 15% de la vidéo, 30%, 50%? Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de la lecture? De même sur YouTube, l'analytique va vous permettre de comprendre quelle est votre audience pour pouvoir vraiment créer des formats qui soient attractifs et qui leur conviennent. Donc, si on résume un petit peu, il faut que ce soit des vidéos où le cœur de la rédaction, le cœur de la réflexion, c'est le how-to, c'est vraiment le comment. Et après, sur la forme et sur le fond, il faut que l'information soit accessible, soit très percutante, que dès les 30 premières secondes, le message clé ait été diffusé pour capter l'attention et conserver l'attention jusqu'à la fin de la vidéo. L'accompagnement qu'on peut vous proposer, le recrutement, la contractualisation avec les intervenants, si ce sont des professionnels de santé URSSAF, non URSSAF, tout ce qui va être rédaction, le choix de la ligne éditoriale pour convenir au mieux à votre cible. On va vous accompagner pour faire ce qu'on appelle de la rédaction ascendante et non descendante, c'est-à-dire vous voulez parler d'un sujet, on va aller voir quelle est l'attente par rapport à ce sujet pour faire des vidéos qui soient percutantes et non des vidéos où on va simplement parler d'un sujet qui vous tient à cœur mais qui ne va pas toucher votre audience. Le choix et la coordination de l'équipe technique. Comme l'a dit le docteur Richard Mallet, c'est important d'avoir un support de qualité pour faire la différence. Et ce support de qualité, il faut qu'il y ait une équipe de qualité derrière, que ce soit pour la prise de son, la prise de vue, et pour tout ce qui va être l'habillage, que ce soit l'habillage graphique, le jingle d'ouverture, mais aussi tout ce qu'on peut appeler le motion d'habillage, où on va venir indiquer les mots-clés, faire apparaître un schéma pour venir accompagner l'explication d'un intervenant. Et ensuite, tout ce qui va être création des supports promotionnels. Là, on a parlé de l'AFU Academy, qui va vraiment être une partie au sein du site qui va être complètement dédiée à la vidéo, où on va vraiment avoir un moteur de recherche, où on va pousser des informations, où toute la réflexion, l'ergonomie et la navigation est réfléchie dans l'objectif de pousser des vidéos et de vraiment naviguer au sein d'un univers vidéo. Donc, que ça puisse être donc l'AFU Academy ou d'autres supports, que ce soit un site, que ce soit une chaîne YouTube ou autre. Tout à fait. Alors, on va passer sur la phase de questions-réponses. On a une première question qui est apparue sur le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ce module de chat. La première question, c'est quelle différence de contenu entre les podcasts audio et les vidéos? Richard, peut-être que je vous laisse prendre la parole sur cette question, la différence entre un podcast audio et une vidéo. Par exemple, la chirurgie ne se prête pas du tout à la vidéo, à l'audio, pardon. Je vois mal expliquer une intervention sans avoir le support visuel. Donc déjà, nous, de toute notre valence chirurgicale, c'est clairement des tutoriels vidéo sur comment faire une intervention. Avec le support vidéo, on a de la chance en urologie d'avoir énormément d'interventions qui sont filmées parce que non pas de la chirurgie ouverte, mais de la chirurgie endoscopique, soit par les voies naturelles, soit par la robotique et par la célioscopie. Donc, on a des images de nos interventions qui sont facilement accessibles. Du coup, le support audio, clairement, n'a pas de place. En revanche, l'audio a énormément de place sur les recommandations de pratique, sur la prise en charge médicale, pourrait être intéressant sur les discussions, sur les supports, sur les discussions concernant les articles commentés. Et donc, en fait, en fonction du type d'information qu'on veut délivrer, on a un support adapté à l'information, soit vidéo pour la chirurgie, soit audio pour des recommandations de pratique ou sur des discussions ou des débats au sujet de thématiques. Je pense qu'effectivement, c'est bien ça. Vas-y, Charlotte. Pour rebondir là-dessus, justement, on voit que le podcast, c'est souvent ce qu'on appelle les podcasts à deux voix, c'est-à-dire que c'est un échange entre deux personnes, c'est souvent une interview. En fait, il y a vraiment deux types de podcasts. Le podcast où c'est ma story, et du coup, tous les jours, je raconte ma vie, mon échange, où du coup, je vais être seule à témoigner de mon vécu,
ou sinon, ça va être souvent, c'est soit l'un soit l'autre, des interviews où là, c'est à 2 voix. À partir du moment où on va être sur un débat qui va faire appel à 3 ou 4 personnes, ou du coup, on va être sur un sujet qui est aussi plus long et qui rentre plus dans le fond du sujet, là, la vidéo va beaucoup plus se prêter parce qu'à partir de 3 voix en podcast, c'est vrai que c'est compliqué parce que autant en vidéo, quand 2 personnes se coupent, on a le contexte, on voit pourquoi la personne va peut-être venir couper la parole à une autre. En podcast, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'écouter un podcast où les gens se coupent parce que tout de suite, on sort du podcast, ça crée de la distance. Donc, il y a aussi ce biais-là ou ce jeu-là entre le podcast et la vidéo. C'est aussi le nombre de personnes qui viennent parler et qui viennent témoigner. Et puis la nécessité de démontrer, d'avoir une démonstration, d'avoir un support visuel sur lequel s'appuyer si on a besoin de présenter des choses. La vidéo est beaucoup plus adaptée que le podcast. N'hésitez pas à poser vos autres questions concernant la vidéo. Je profite parce que oui. Richard, peut-être que pour vous, si vous deviez avoir le format idéal et le sujet, entre guillemets, un petit peu idéal au moment idéal de votre journée, ce serait à quel moment vous regarderiez une vidéo, de combien de temps et sur quel sujet? Si vraiment on devait faire un petit peu à l'idéal de la vidéo. Alors, en l'occurrence, pourquoi on a une offre multi-support? Parce qu'en fonction des jours, en fonction du programme, en fonction des choses, on n'a pas les mêmes attentes. Exemple, une journée de consultation, j'aurai un temps défini entre 2 patients très court et je voudrais une vidéo très courte, même 7 minutes déjà trop long. En revanche, lorsqu'on est au bloc opératoire entre 2 interventions, le temps de changer de patient, de les rendormir, tout ça, on a des formats un peu plus longs, 14 minutes pourrait être une option. Voilà, donc, et après, lorsque je vais à la clinique, en l'occurrence, j'ai la chance d'être en province, à Périgueux, et le temps de transport est très court. Donc, un podcast de 7 minutes, c'est le maximum. Parce que là, en l'occurrence, 7 minutes, je suis dans le parking. Très bien, merci Richard. On a une autre question. Quelle est la plateforme idéale pour héberger ces contenus? Alors, je vais peut-être profiter de ce que vous nous avez évoqué, Richard, pour donner une réponse de Normand. Vous m'excuserez, Jessica. Le fait est qu'effectivement, ça dépend véritablement de l'audience qu'on cible et de la diffusion qu'on souhaite donner à son contenu. Et on va faire peut-être la part des choses sur les vidéos. Richard a évoqué qu'aujourd'hui, il y avait un souhait avec l'AFU Academy de pouvoir maîtriser les canaux de distribution et de pouvoir aussi cibler une audience définie qui sont les membres de l'AFU. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué, Richard, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi pour vous un média qui doit permettre de transformer des personnes urologues qui ne sont pas forcément membres de l'AFU en membres AFU pour qu'ils puissent accéder à ces contenus-là. Maintenant, nous, notre point de vue, c'est que YouTube est aussi une très belle plateforme pour pouvoir distribuer de la vidéo et diffuser de la vidéo à une audience qui est très large et qu'on ne connaît pas forcément au préalable. Alors, peut-être un point, parce qu'il y a aussi des sujets par rapport à YouTube. Il y a des plateformes alternatives. On va citer par exemple Dailymotion. C'est qu'aujourd'hui, on ne dispose pas forcément toujours des mêmes fonctionnalités. Je vais vous donner un exemple clé, c'est qu'aujourd'hui, YouTube va vous permettre de diffuser des vidéos en mode public, donc tout le monde pourra y avoir accès, des vidéos qu'on va qualifier de non répertoriées, donc il faudra disposer du lien pour pouvoir accéder à cette vidéo, mais si le lien n'est pas connu, vous ne pourrez pas accéder à la vidéo, mais elles sont quand même disponibles en libre accès une fois que vous disposez du lien. Et vous avez ensuite un mode qui est un mode privé, et là, pour le coup, vous pouvez partager exclusivement à une adresse email. Donc, vous allez partager compte à compte. Ça devient problématique, ce type de plateforme, à partir du moment où vous souhaitez cibler une audience très large, comme le fait l'AFU, parce qu'il y a plus de 1000 urologues qui sont membres de l'AFU. Et si jamais vous devez partager votre vidéo à 1000 personnes, vous allez devoir renseigner 1000 adresses email dans ce mode privé. Dailymotion propose ce type de fonctionnalité, propose de créer des groupes, de pouvoir ajouter des personnes à des groupes pour pouvoir justement ensuite les diffuser et diffuser plus largement sans être obligé de faire cette démarche d'inscription. Vous allez pouvoir proposer un formulaire d'inscription. Les gens vont pouvoir s'inscrire pour accéder à votre contenu. La contrepartie, c'est qu'aujourd'hui, YouTube est quasiment gratuit et les fonctionnalités premium sont accessibles, mais finalement ne sont pas forcément intéressantes quand on a des besoins relativement basiques, alors que Dailymotion, d'entrée de jeu, propose et Dailymotion est français, bien évidemment. Et Dailymotion propose des abonnements, pardon. Et oui, Dailymotion est français. Alors ça, c'est un autre aspect, effectivement. C'est qu'aujourd'hui, Google fait énormément d'analyses sur les données et donc fait énormément d'analyses via de l'intelligence artificielle aussi sur les contenus des vidéos. Et quand vous publiez une vidéo sur YouTube, vous signez aussi des conditions qui font qu'elle reste votre propriété, mais YouTube se permet d'aller analyser son contenu pour proposer des formats complémentaires, pour proposer aussi des publicités qui s'appuient là-dessus. Alors,
analyse de statistiques de connexion sont plus limitées avec YouTube? Alors, pas forcément. Donc, je retraduis cette question. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a parlé d'analyse statistique sur les vidéos. YouTube propose un outil qui s'appelle YouTube Analytics. YouTube Analytics, tout le monde connaît Google Analytics. YouTube Analytics, c'est un outil qui permet justement d'avoir une granularité et des informations très fines sur vos vidéos, sur le temps moyen de visionnage, sur le temps pour chacun des utilisateurs, de manière anonymisée, bien évidemment, dans le cadre du RGPD, sur le visionnage de chacune de ces vidéos, sur la provenance des accès, sur les vidéos qui ont été consultées en amont, les vidéos qui ont été consultées en aval, si jamais il y en a eu, bien évidemment. Donc, avec YouTube Analytics, vous allez pouvoir aller très, très loin. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir, c'est comme Google Analytics, mettre en place l'outil, le paramétrer, le configurer pour pouvoir avoir accès à ces données analytics.